Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre ce conte issu de faits authentiques sur les baïonnettes de Lombrive. Nous en sommes à l'épisode numéro 3. Il y en aura encore un quatrième. Et pour le moment, nous sommes au moment où le commissaire de police de Foix, de la ville de Foix, est amené à faire appel à l'armée, précisément au 79e de ligne. Et nous allons les retrouver donc 3 jours après. 3 jours après, mais au petit matin, une escouade d'une cinquantaine de soldats du 79e se trouvait sous le porche de la grotte, entre les mains de leur colonel en personne et en présence de Dupuis et d'un inspecteur. Ils arrivaient aux portes de la première entrée dont nous avons parlé précédemment. Nous avons vu que la grotte avait 2 accès, un en bas et un en haut. Vous vous souvenez du pas du crime, c'est-à-dire le nom donné à l'accès d'en bas, qui à cette époque-là était un étroit goulot, comme on dit. Il faut ramper. L'un après l'autre, 5 soldats se mirent à plat ventre et rampèrent dans l'étroiture. Puis le temps s'écoula, un bon quart d'heure quand même, sans que l'on entende rien, ni coup de feu, ni même un cri, une exclamation, un appel. Le colonel s'entretint avec le commissaire. Bizarre, non ? Oui, pour ne pas dire étrange, fit Dupuis. Alors le colonel appela 2 soldats et leur dit : vous allez vous engager, mais que celui de derrière tienne le pied de celui qui précède. Voici nos 2 soldats, engagés dans le boyau, en traînant leurs fusils sur le côté. Le premier rampe de 50 cm et l'autre le suit en cadence, en tenant la main sur le pied de son prédécesseur. On avance ainsi dans ce goulot qui fait quand même presque une vingtaine de mètres de long. C'est impressionnant en pratique. Tout à coup, le soldat de derrière sent un grand soubresaut chez son prédécesseur. Et peu après, celui-ci avance rapidement, trop rapidement. En même temps, le courant d'air qui souffle dans l'étroiture lui apporte une odeur âcre que le soldat connaît bien et qu'il a bien connue sur les champs de bataille, l'odeur du sang humain. Pris d'une sainte panique, notre soldat fait machine arrière à toute allure, ce qui n'est pas commode, car on ne peut pas se retourner dans ce genre de goulot. Et puis il faut veiller à ce que la veste qu'on porte, si jamais on a une veste, ne se retourne pas. Sinon on est coincé. Ouah, il ne faut pas paniquer en tout cas. Bon. Il finit par déboucher dans la salle où son colonel l'attend, étonné. Alors ? L'autre a un visage si pâle qu'il apparaît dans l'obscurité comme s'il était luminescent. Le commissaire Dupuis en est frappé. Un traquenard, mon colonel, un traquenard. Ils nous ont repérés. Et ils nous attendent. Ils nous attendent au sortir du boyau. Exclamation et juron du colonel qui ajoute : eh bien, on va les enfermer. Et toute la troupe commence à faire rouler dans le boyau des rochers, puis à entasser à l'entrée aussi d'autres rochers encore plus gros, jusqu'à faire rouler un monolithe de poids respectable qui achève l'obturation de l'espace
pour accéder au boyau. Que je sois damné si j'y repasse, fait un sergent en s'essuyant le front. L'après-midi, à 16 heures, le commissaire fait son rapport circonstancié au préfet, lequel le félicite, lui et le colonel Beaumont. Joli travail, commissaire. Et monsieur le colonel, ce sera porté à votre dossier pour ce qui est du commissaire. Voici qu'une journée s'écoule. Le lendemain, Dupuis est assis, plus tranquillement qu'à l'habitude dans son bureau, à contempler le donjon du vieux château, bordé de sa jupe de dentelle de cerisier en fleurs, quand tout à coup, on n'entendait pas fort dans le couloir, la porte s'ouvre violemment, et le préfet, monsieur le préfet en personne, paraît. Il n'est pas dans ses meilleurs jours, et c'est d'une colère retenue qu'il dit « Commissaire, venez voir ». Dupuis le suit, étonné, surpris. Il descend le grand escalier devant le personnel du commissariat stupéfait, sortent dans la grande rue, la grande rue, comme on dit, et parviennent devant l'ancienne intendance des finances, siège du nouveau trésor public. Donc, il rentre, tout est sans dessus-dessous. Les armoires sont renversées, les fichiers ont été piétinés, on a renversé les encriers, y compris sur les murs. On a brisé les plumes d'écriture. Et dans ce désastre, des personnels atterrés, commencent à remettre un peu d'ordre. Le trésorier s'avance vers le préfet. « Voyez, monsieur le préfet, dit le trésorier consterné, voyez cela. Voyez, monsieur le commissaire, dit le préfet courroucé. Vous voyez ? Ce que voit monsieur le commissaire principal Dupuis a de quoi, en effet, le rendre stupéfait. Sur le bureau du trésorier a été posée une grande pancarte. Et dessus sont marqués ces mots d'une grande écriture malhabile. Les brigands et coupe-jarrets de la grotte. Ouais. La moquerie des révoltés, des mauvaises gens révoltés contre l'institution. Le commissaire aurait bien aimé à ce moment précis rentrer sous terre, mais pas moyen d'échapper au regard brûlant du préfet. Et il ne peut que dire, à l'instant, incompréhensible, incompréhensible. Écoutez, monsieur le préfet, allons à la grotte pour nous rendre compte et aviser définitivement. Voilà ce troisième épisode, ce désastre pour l'autorité publique, qui va engager le dernier épisode dans lequel l'autorité publique va enfin faire régner l'ordre. Mais c'est dans cet épisode que vous avez vu le passage du crime et sa justification historique. Voilà. Nous allons passer ultérieurement donc au dernier épisode des baïonnettes de Lombrive numéro 4, avec le commissaire Dupuis, le colonel de Beaumont et monsieur le préfet. Et tout se terminera bien, je vous le dis à l'avance. Et dans cette perspective, je dis à toutes et à tous au revoir.